Très chers compatriotes, frères et sœurs, Congolais et Congolaises de la diaspora, le FIS, qui est le Forum des intellectuels de Congolais de l'étranger, vous invite à ce très grand événement qui aura lieu le 19 juin. Nous allons faire notre lancement officiel. Je vous invite tous à vous joindre à nous massivement le 19 juin pour le lancement officiel de FIS. Ce lancement officiel, c'est tout simplement pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration de la fête de notre indépendance qui va arriver le 30 juin. FIS a donc pour objectif de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Dans ce mouvement donc, nous avons comme objectif de recenser les compétences intellectuelles et techniques des Congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, bien sûr en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. Tous les jeunes Congolais, Congolaises de la diaspora, nous vous invitons. Cette plateforme est aussi pour vous. Je suis FIS Jeunesse. Au sein de FIS, nous avons la section femmes, où nous travaillons avec les femmes et pour les femmes. Venez ensemble, travaillons pour notre pays. Je suis FIS. Je suis FIS. Moi, je suis fils et vous aussi, vous serez fils. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé tirer wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga tonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazo yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC, République démocratique du Congo, notre pays. Vous le savez, la semaine a été marquée par beaucoup d'actualités, beaucoup de choses, et nous avons pensé revenir sur l'actualité de la semaine. Nous allons en parler. L'actualité, c'est l'arrivée à l'est du pays du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et enfin, il est à Goma. Il sera également à Beni, en Ituri, d'après les informations à notre disposition. L'actualité également, c'est l'adoption de la loi par les députés nationaux, la loi qui a été envoyée au Sénat, la loi électorale qui a été modifiée, même s'il y a d'autres sons des cloches qui sont encore discordants. Alors, nous avons encore dans l'actualité, c'est la proposition de la loi Noël Tiani. Et nous allons également parler de cartes de crédit synchronisées
On en a parlé la semaine dernière, mais il y a toujours de l'évolution. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Alors, nous, c'est Honoré Kabongo en face de vous et mon confrère Eric Mwamba avec qui nous allons analyser la situation du pays. Alors, je vais rejoindre Eric Mwamba depuis l'Australie. Eric, bonjour, toujours en camouflage. On ne vous a pas entendu, Eric. Vous dites. Bonjour, Oscar. Bonjour tout le monde. Je suis toujours en camouflage comme officier de renseignement pour traquer ceux qui mettent la sécurité de la RDC en péril en soutien aux forces armées de la RDC qui se battent pour notre sécurité à l'est de la RDC. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Je pense que nous sommes tous d'accord. Nous soutenons les FRDC sur terrain et nous souhaitons du succès à ces forces sur terrain qui sont en train de trouver d'une manière ou d'une autre la solution aux tueries de l'Est du pays, notamment, dans l'Est du pays, notamment à Beni, Butembo, Ituri. Alors, nous allons aborder l'actualité de la semaine d'une manière générale. Vous êtes journaliste d'investigation, éditeur du journal Grand Journal. Alors, c'est à ces titres que nous avons toujours eu besoin de vous pour analyser un certain nombre de choses de manière approfondie. La première question, c'est l'arrivée à l'est du pays du chef de l'État qui, malgré les démarches des écoliers, malgré des tractations de gauche à droite, enfin, Félix Tshisekedi est à Goma. Oui, Félix Tshisekedi est arrivé à Goma. HK permet que j'enlève quand même mes binocles d'officier de renseignement pour revêtir mon costume de journaliste pour ne pas effrayer ceux qui nous suivent. Donc, on ne peut pas bousculer l'agenda du président de la République. Donc, le président de la République planifie tous ces rendez-vous. N'oublions pas que Félix Tshisekedi est également président de l'Union africaine. Donc, il avait promis qu'il ira à l'Est et effectivement, il est allé à l'Est quand son agenda l'a permis, mais il est allé à l'Est dans le contexte de la catastrophe, du drame qui a ravagé la population. Le volcan Nyiragongo, il était d'abord en Europe, il avait interrompu son séjour diplomatique pour revenir coordonner les urgences humanitaires à l'Est. Il a coordonné ça à partir de Kinshasa. Il y a une délégation du gouvernement qui est allée 2 fois à l'Est, toutes les deux. D'abord, une délégation ministérielle, après une délégation encore conduite par le Premier ministre. Ça montre l'importance que le président de la République a prise à ce qui est arrivé à nos compatriotes de l'Est et lui-même, il avait promis que lorsque l'aéroport de Goma sera ouvert, il va y aller avec la première dame et chose faite, chose due. Il est allé, on l'a vu communier, il a marché de l'aéroport jusqu'à un certain niveau, il a marché, c'était pratiquement au tomber du soleil. En symbiose avec la population, puisque dans le cadre que ce soit dans le cadre de l'état de siège ou dans le cadre de ce qui est arrivé, la catastrophe du volcan, ce qui est important, c'est d'abord le réconfort. Le réconfort moral, l'unité ou l'unicité, la symbiose entre la population et les chefs de l'État, les gouvernements, les équipes d'urgence, les forces armées, et c'est cette unité, cette cohésion, cette mobilisation nationale que Félix Tshisekedi a incarnée pendant son séjour à l'est de la RDC. Donc, Eric, Félix Tshisekedi, à mon avis, agit calmement. Il n'a pas cédé à toutes les tractations qu'il y a eu il y a 2-3 semaines, un mois. Tout le monde souhaitait tout de suite et maintenant d'aller à l'Est. Et voilà qu'il y va sans faire trop de bruit. Est-ce que c'est une réponse à toutes ces tractations ou il a fait quand il a voulu les faire? Bon, ce n'est pas une réponse. Le chef de l'État est dans sa posture du garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la cohésion et de la sécurité nationale, garant de l'intégrité du territoire national. Mais la méthode de Félix Tshisekedi, c'est qu'il le rame souvent à contre-courant de ce que les gens pensent. Que ce soit lorsqu'on regarde sa méthode depuis son accession au pouvoir, il y a
2 ans et quelques mois maintenant, il n'agit pas sous pression. Donc, c'est un stratège, c'est un tacticien et il agit selon ses agendas et selon ses propres stratégies. Donc, moi, je pense que c'est dans cette logique-là. Il est allé à Goma au moment où personne ne s'y attendait le moins, comme on l'a vu prendre des grandes décisions par le passé. Si tu te rappelles bien, HK, tout le monde lui demandait de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'a pas dissous l'Assemblée nationale. Mais il a donné une réponse propre à lui. Oui, il a sorti un schéma auquel personne n'avait pensé, puisqu'on avait d'un côté la population, les forces vives qui exigeaient la dissolution de l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, ses anciens partenaires du FCC qui disaient que s'il sort de la coalition, il va lui rester la cohabitation. La cohabitation était une telle solution, oui. Oui, il n'a appliqué ni la dissolution, ni la cohabitation. Mais donc, il a trouvé une autre formule. Il a sorti un schéma original. Et concernant la question sur le divorce, hein, comme on l'appelait, le divorce entre les FCC-CACH, il répétait que non, le FCC-CACH, cette coalition va toujours, on ne peut pas se permettre d'y mettre fin. Et c'est ce que soulevait un tollé, une espèce de levée de bouclier, mais Félix Tshisekedi, il a une dose de Machiavel en lui. Non, il est formidable, le monsieur, puisqu'il affirmait toujours que les FCC sont nos partenaires, Kabila c'est mon frère. Pendant ce temps, il était en train de trouver des formules qui sont même loin de tout raisonnement. Alors, revenons dans les vifs du sujet. Félix Tshisekedi à Goma, il a pu échanger avec la presse. Mais quelque chose a retenu notre attention, c'est les dossiers même de cette émission d'aujourd'hui. Voici ce que M. Félix Tshisekedi dit, je vais vous balancer l'émission. Il nous présente un certain Andrew Forrest. Et voici ce qu'il dit, dans ces mots, il dit, ce monsieur, c'est l'un des investisseurs les plus crédibles qu'il n'a jamais vu depuis. Alors, quand nous avons travaillé les dossiers à notre niveau, nous nous rendons compte que Eric Mwamba, que vous êtes journaliste d'investigation, il y a eu un moment, vous avez déjà travaillé sur ces messieurs. Voici les messieurs dont il est question. C'était ces messieurs ici. Donc, c'était les messieurs ici. Forrest, Andrew. Alors, vous avez travaillé sur les dossiers. Nous sommes curieux de savoir pourquoi M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, peut insister sur ces messieurs en disant c'est l'investisseur le plus crédible. Qu'est-ce qui a poussé le président de la République à aller jusqu'à ce niveau-là? Bon, HK, il faut savoir que Andrew Forrest est venu au Congo. C'était un mania australien du secteur des métaux et de l'énergie, de l'économie verte. Il est venu au Congo. C'était un Australien, un des multimilliardaires australiens, qui sa compagnie Fortescue brasse plus de au-delà de 150 milliards de dollars. Donc, il est venu au Congo dans le cadre du projet Inga. Le projet Inga, c'est un projet dont on parle depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et pendant tous les régimes de Joseph Kabila, le gouvernement cherchait 7 milliards de dollars pour investir dans le projet d'Inga, puisqu'on ne peut pas développer la République démocratique du Congo sans l'électricité. Et non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi la plupart des pays africains et même les pays européens ont besoin du courant d'Inga pour se développer, puisque Inga a un potentiel électrique très élevé comparé aux centrales de Chine et celles de ce qu'on appelle les 3 Georges en Chine et même celles de l'Amérique latine. Donc, Inga a des réserves en mégawatts capables de développer d'alimenter toute l'Afrique et d'alimenter aussi l'Europe. Alors, pendant les 18 ans de Joseph Kabila, le gouvernement était à la recherche de 7 milliards de dollars. Et ce projet qui a été traité même au niveau des Nations Unies,
n'a pas été mise en application. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs posaient, il y a eu plusieurs investisseurs. Il y a eu les Chinois, il y a eu les Espagnols, il y a eu les Sud-Africains, il y a eu beaucoup, il y a eu Israël, beaucoup d'investisseurs qui se sont présentés au portillon de la RDC, mais le projet INGA n'a pas été mis en œuvre. Pourquoi? Tout simplement puisque les différents investisseurs exigeaient d'abord que le gouvernement de la RDC trouve les consommateurs. Et que les consommateurs, chaque consommateur d'énergie, puisse dire quelle sera la quantité qu'il sera à mesure de consommer. Et pour permettre aux investisseurs de rentrer dans leurs frais. Ce qui fait que le gouvernement de Joseph Kabila, pendant les 18 ans, n'était pas capable de trouver les consommateurs capables de déclarer combien et de s'engager fermement combien ils allaient consommer pour permettre à ceux qui vont investir les 7 milliards de pouvoir récupérer leur argent. C'est comme ça que Joseph Kabila est parti. Fachi arrive, il est allé frapper aux portes des Australiens, puisque Félix Tshisekedi vient toujours avec des stratégies inédites, des stratégies particulières. Il faut mentionner ici que la particularité des Australiens, c'est d'abord le fait que l'Australie est un pays qui n'a pas un passé colonial, ni un passé trouble avec l'Afrique et avec la République démocratique du Congo. Alors, quelle est la particularité de Andrew Forrest? Sa particularité est que les Australiens sont venus avec une nouvelle stratégie. C'est-à-dire, ils vont investir dans INGA. Les discussions avaient commencé autour de 47 milliards de dollars. Donc, on est passé de 7 milliards de dollars recherchés sans succès par Joseph Kabila à 47 milliards de dollars. C'est par là que les discussions ont commencé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Andrew va investir dans INGA. Ils vont produire l'électricité, mais toute cette électricité sera consommée au Congo, dans le secteur minier. Donc, ils vont, puisque sa spécialité, c'est ça. Donc, c'est une société qui se trouve ici en Australie, dans l'état de Perth. C'est un état minier, au même titre que le Katanga en République démocratique du Congo. Ça, c'est les journaux que toi, tu as écrit il y a plus d'une année. Tu as parlé de ces messieurs. Un grand homme en Australie, oui. Exactement, ça c'est notre article dans un grand journal, puisque nous parlons même avec cette compagnie à partir d'Australie, nous parlons avec leurs équipes qui sont installées à Kinshasa. Oui. Alors, ils vont commencer d'abord par produire l'électricité, et cette électricité sera d'abord consommée dans le secteur minier, puisqu'il faut transformer, puisque c'est ce que Andrew fait ici. Il faut transformer les minéraux, puisque jusqu'à présent, tous les minéraux de la RDC sortent en brut. Je pense que nous avons eu la chance d'interviewer avec toi en exclusivité les ministres des Mines. On a interviewé les ministres des Mines ici. Les ministres des Mines sortants. Oui, sortants. Et tu es très bien au courant que tous les minéraux de la RDC sortent de manière brute de la RDC. Alors, cette situation avec les Australiens, c'est pour cela le président de la République, Félix Tshisekedi, dit que c'est l'investisseur le plus sérieux que je n'ai jamais vu. Pourquoi? Oui. Puisqu'il dit ce qu'il est en train de faire depuis des années ici. Puisque n'oublions pas, je vais mentionner qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, le monopole du diamant, par exemple, du Kasaï, a été confié à Dan Getla, l'Israélien Dan Getla, qui n'avait que 24 ans, qui a pris toute la production en commençant par le diamant pour sortir avec, et puis il a élargi son empire à d'autres types de minéraux, le cobalt, l'or, le cuivre, etc. Et il y a d'autres prédateurs qui sont nombreux en République démocratique du Congo qui évacuent tout, et la RDC s'attend qu'on rapatrie une partie des devises après la vente à l'extérieur. Donc, lui, il vient avec les nouvelles négociations de Fachi. On va faire 3 choses. On investit le courant produit dans le secteur minier. On investit aussi dans l'environnement et dans les ports. Ce sont ces 3 secteurs-là qui vont consommer la grande quantité de courant produit au Congo, et le reste sera maintenant exporté au niveau des pays africains et au niveau de l'Europe. C'est ça sa particularité. Et tu vois que
là, l'article du Grand Journal parlait de 5000 emplois directs. Mais c'est un projet qui s'étend sur plusieurs années et il y aura des millions et des millions d'emplois. Voilà, je m'arrête un peu par là pour te permettre de répondre. Merci beaucoup, Eric. Donc, c'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi est convaincu en disant que c'est l'investisseur le plus sérieux de tous les investisseurs qui ont défilé devant lui. Alors, il ajoute aussi, c'est en fonction des moyens que détient ces messieurs. Donc, il est connu en Australie que c'est un homme puisqu'on connaît, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus. Ils viennent d'abord négocier les frais d'exploration pour qu'on leur donne, que les gouvernements financent d'abord les études, alors que ce monsieur, visiblement, d'après monsieur le président de la République, le monsieur a son moyen, ou il est connu en Australie comme un homme d'affaires, un milliardaire. Est-ce que vous pouvez aussi confirmer cela? Oui, c'est un multimilliardaire qui est à la tête d'un empire ici qui s'appelle Fortescue Metals. C'est une très grosse société qui se trouve ici à ce qu'on appelle Western Australia, dont la capitale est Perth. Perth, c'est la ville de l'Australie qui est plus proche quand vous quittez l'Afrique. Par exemple, vous quittez Johannesburg, vous prenez l'avion à Johannesburg, 16 heures de vol non-stop, vous descendez directement dans la ville de Perth. C'est l'état de Western Australia qui a des similitudes avec le Katanga. Là, vous avez tous les minéraux, puisque même le cobalt, il y a le coltan. Il y en a que dans 3 pays au monde, l'Australie, le Brésil et la RDC. Et là, vous avez la concentration de toutes sortes de minéraux, les mêmes types de minéraux que vous avez au Congo. Et c'est là que Andrew Forrest est installé pendant plusieurs années avec sa compagnie qui s'appelle Fortescue Metals, qui emploie des milliers et des milliers de personnes. Vous avez des cadres, des ingénieurs, vous avez des ouvriers, des techniciens qui transforment les métaux sur place ici en Australie, puisque l'économie de l'Australie est basée sur la transformation et l'exportation. Et Andrew Forrest est l'un des hommes, des opérateurs économiques, l'un des entrepreneurs les plus sérieux ici en Australie. Sa compagnie base plus de 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et il est prêt à investir autour de 100 milliards de dollars dans le projet Inga, puisque c'est le plus important projet du monde. Et lui-même, il a qualifié de la star des projets. Alors, donc, nous souhaitons un bon vent, bonne chance à Andrew. J'ai vu même le président l'appeler en anglais. Andrew, come on, Andrew, come on. Le président, c'est quelqu'un c'est un grand diplomate, c'est un fin diplomate, son chaîne de prédilection. Il a appelé Andrew, come on Andrew, go there. Il a essayé un peu Oui, c'est un peu ça. Et peut-être la question que beaucoup de Congolais peuvent se poser maintenant, est-ce qu'en prenant Inga en charge, est-ce que Inga peut servir tous les Congolais d'abord et servir aussi des compagnies minières au même moment? Bon, c'est ça la particularité, en fait, ça c'est une question fondamentale, puisque quand vous regardez les statuts de Inga à l'époque de Mobutu, Inga était fait d'abord pour desservir l'étranger. Donc le courant d'Inga n'avait pas la vocation d'être utilisé au Congo. C'est ainsi que vous voyez que certains pays africains ont utilisé Inga, mais pas la RDC. Avec la particularité de ces projets, c'est le fait que le courant produit sera d'abord utilisé en RDC, puisqu'il faut transformer les métaux de la RDC et en transférant les technologies de l'Australie vers l'Australie, et puis de l'Australie vers la RDC, et puis en investissant dans les domaines de ports. On va construire les ports, construire, moderniser les ports de Matadi, Banana, et puis investir dans l'environnement, puisque l'Australie est aussi un des pays leaders en matière d'environnement. On va investir dans l'environnement et transférer les technologies pour investir dans les énergies renouvelables. Ce qui fait que la plus grosse partie de courant sera utilisée au Congo. Et là, l'Australie est un pays aussi qui est trop regardant en matière de la responsabilité sociale des entreprises.
C'est-à-dire les entreprises vont respecter les droits des populations locales, l'environnement, etc., etc. Et les entreprises vont beaucoup investir dans le développement de communautés locales, ce qui fait que effectivement le Congo va pour la première fois être éclairé. Alors, merci beaucoup, cher Eric, pour ces éclaircissements autour de Andrew Forrest. Mais l'actualité était aussi marquée par d'autres sujets. C'est notamment la loi électorale, la loi sur la commission électorale nationale indépendante, loi très attendue. Mais cette loi a été adoptée au Parlement. Elle est maintenant au Sénat pour une deuxième lecture. Mais l'opposition, là je vois Martin Madidi Fayoulou et l'ensemble de la Mouka El Martin Fayoulou qui n'a pas apprécié les contenus de cette loi, qui pense que la loi doit être d'abord, les animateurs de la commission électorale doivent être apolitiques. Donc la commission électorale, cette institution, doit être apolitique. Est-ce que vous avez aussi une analyse à faire sur cette loi et sur les positions des uns et des autres? Oui, mais avant d'aborder cette question, HK, permets-moi quand même de dire un tout petit mot pour clore les dossiers sur les investissements en RDC, puisque Andrew Forrest a insisté sur la corruption. Et la lutte contre la corruption, c'est le cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Mais pour réussir, puisque même les ministres actuels continuent toujours avec les pratiques ils pensent que pour s'enrichir, il faut prendre le pot de vin, il faut prendre les dessous des tables, etc. Alors, pour réussir le développement de la RDC, il faut mettre fin à la corruption, il faut mettre fin au pot de vin, puisqu'on ne peut pas, la plupart aussi des investisseurs ont refusé d'investir, puisque ce sont des compagnies qui sont cotées à des bourses internationales et qui sont soumises à des règles de transparence très rigoureuses. D'où le président de la République et les milliardaires australiens ont tous les deux émis sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire il faut lutter contre la corruption. Mais il faut aussi que les citoyens congolais puissent créer des structures de contre-pouvoir qui surveillent l'action des dirigeants pour permettre la mise en œuvre de ces différents projets de développement dans la transparence, la redevabilité et la vérité. Ce n'est qu'à ces prix-là que le Congo va commencer son développement. Donc, maintenant, concernant la loi électorale, mais c'est un peu, c'est ça le problème avec le Congo. C'est-à-dire que les opposants pensent que être opposant, ils ont un peu mal compris la lutte d'Etienne Tshisekedi. Donc, puisque Etienne Tshisekedi, en fait, s'opposait à tout, à l'époque, puisque lui, il luttait pour un état de droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les régimes qui étaient en place n'instauraient pas l'état de droit, c'est-à-dire que tous les restes étaient faux. C'est parce que les prémices... Tout le reste était faux. Oui. Il n'y avait pas de soubassement d'après lui. Exactement. C'est-à-dire que les prémices étaient mal posées, puisque les prémices, c'est d'abord l'état de droit. L'état de droit qui est basé sur la transparence, dans la gouvernance des affaires publiques, qui est basée sur des lois impersonnelles qui ne visent pas des individus, qui est basée sur le respect des droits de l'homme, qui est basée sur la justice équitable et distributive et des institutions qui fonctionnent, qui traitent tout le monde de la même manière devant la loi. À partir du moment où les différents régimes qu'on a connus, que ce soit les régimes de Mobutu ou les régimes de Kabila père et fils, ne respectait pas ces principes de l'état de droit, Etienne Tshisekedi disait tout, il disait non à tout. C'est ce qui lui avait valu même le surnom de monsieur qui dit non. Son combat, c'était quoi? Son combat, c'était le renversement du régime à travers des méthodes démocratiques pour instaurer un régime qui va respecter les droits de l'homme, qui va respecter le principe de l'état de droit et de la bonne gouvernance. C'est ce que les opposants actuels ne comprennent pas. Ils veulent faire la même chose que Etienne Tshisekedi. Tout qui vient du président de la République, ils les rejettent puisque ça vient du président de la République. Donc, ils n'ont pas compris la philosophie, le sens et l'essence du combat d'Etienne Tshisekedi. La CENI est une institution
d'appui à la démocratie. C'est une institution prévue par la Constitution et la loi électorale en tant que structure politique. On ne peut pas faire une structure apolitique pour gérer des questions politiques, puisque la CENI est là pour organiser les élections. Les élections, c'est un acte hautement politique qui permet aux citoyens de participer à la gouvernance. C'est au moment des élections que, parce que le peuple, le principe de la souveraineté de la population s'exerce de deux manières. D'abord, au suffrage universel direct, lorsque le citoyen va mettre son bulletin dans l'urne, donc les citoyens décident de qui va gérer l'État et qui va gérer les institutions de la République, le peuple exerce sa souveraineté. Deuxièmement, le peuple exerce sa souveraineté à travers les élus, donc à travers les personnes qu'il a chargées de le représenter auprès des institutions de l'État, c'est-à-dire les assemblées provinciales, et l'Assemblée nationale, la présidence de la République, le président de la République qui est élu au suffrage universel, etc. Alors, la CENI est chargée d'organiser, de préparer et d'organiser les élections. Par conséquent, la CENI ne peut pas être une institution apolitique. C'est une aberration, mais eux, ils veulent faire ce semblant parce que c'est ça que tu disais non à tout, donc il faut dire non à tout. Normalement aussi, si je comprends bien, demander à cette institution de rester une institution politique, ça me dépasse un peu puisque ils ont prévu dans la proposition de loi Lutundula qui était de la Mouka à l'époque, c'était une idée de la Mouka, on a prévu 5 personnes de la majorité, 5 personnes de l'opposition et 5 personnes de la société civile. Mais je me demande comment les 5 personnes de l'opposition les 5 personnes du pouvoir, les 10 personnes doivent se constituer en une institution, d'être considérées comme des apolitiques. Donc, c'est un peu, ça n'a pas de sens en fait. Puisque ce sont des politiciens et chacun tire les draps de son côté, ils sont des politiciens considérés comme tels. Mais on pense que ces gens ne sont pas des politiques, ils doivent prendre une autre casquette. Donc, bref, donc vous êtes d'accord avec cette loi, les contenus, que ça peut être validé comme ça. Oui, parce que la loi vient de... La loi Lutundula, tu fais bien de le mentionner. Lutundula qui est un membre de la Mouka, qui est un juriste connu, respecté par tout le monde en République démocratique du Congo. Sa technicité ne souffre d'aucune contestation au Congo. C'est quelqu'un qui est connu et c'est un leader, un des leaders transgénérationnels qui traverse les époques depuis la période de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a rédigé la loi. Et cette loi, dans même la CENI, dans sa composition, prévoit déjà la majorité des personnes qui sont des hommes politiques. Donc, d'un côté, la majorité au Parlement, donc la majorité qui gouverne, et de l'autre côté, l'opposition. Et quand vous faites l'addition des deux, puisque c'est 15 personnes. C'est 15 personnes, donc 10 personnes déjà sont des hommes politiques, et même ceux qui viennent de la société civile. Ils viennent faire la politique, ils ne viennent pas à la CENI pour coiffer. Ce n'est pas un salon de coiffure. Ce sont des politiciens, oui. Ça, c'est vrai, ce sont des politiciens. Alors, merci beaucoup, Eric Mwamba. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, éditeur du journal Grand Journal, basé en Australie, où vous êtes présentement. Alors, l'autre actualité, pour aller vers la fin de notre échange, c'est autour de la proposition de loi Noël Tiani. Je rappelle, Noël Tiani propose que les postes importants soient réservés aux Congolais des pères et des mères pour, d'après lui, protéger ou sécuriser la souveraineté de la RDC. Alors, cette proposition de loi, jusque-là, il faut bien mentionner ça, cette proposition de loi divise tous les Congolais dans son ensemble. Il y en a qui sont d'accord. D'après notre émission, nous avons fait autant de numéros en train de parler de cette question. Moi, je peux oser dire que 90% des Congolais sont d'accord ou 95% sont d'accord de la proposition Tiani. Mais il y a aussi une autre catégorie de Congolais qui disent, non, nous ne sommes pas d'accord. Cette proposition de loi vise à diviser les différentes communautés congolaises, dont, par exemple, les uns sont venus ailleurs, ils ont
ils se sont mariés aux Congolais ou aux Congolaises, et sinon, ça crée des frustrations, ainsi de suite. Alors, en tant que journaliste, quelle est votre analyse? Bon, nous avons fait encore un très grand journal, un très grand article là-dessus, puisque lorsque le président de la République a reçu les sénateurs, il y a eu comme une espèce de rebondissement dans le parcours de cette idée de Noël Tchani, qui, il faut préciser, ce n'est pas une proposition de loi, c'est une idée, puisque les propositions de loi sont faites par les députés ou le Parlement et les projets de loi sont faits par le gouvernement. Noël Tchani a lancé une idée en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, en tant que haut cadre de la République démocratique du Congo, il a lancé une idée. Mais je pense que la difficulté avec l'idée de Noël Tchani, c'est le manque de planification sur le plan communicationnel, puisque lorsqu'on lance des idées de grandes, les idées de grande envergure qui touchent aux enjeux, aux grands enjeux nationaux, il faudrait d'abord entrer au laboratoire avant le lancement de l'idée pour planifier sur le plan communicationnel comment ça va se faire. Je pense que c'est un peu la même situation que l'état d'urgence. Pourquoi je dis ça? Puisque en communication, on a trois choses. On a le message, on a les médiums et puis on a les récepteurs. Le médium, c'est l'enveloppe dans lequel on met le message. Oui, oui. Et les gens, les détracteurs de Noël Tchani, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Noël Tchani n'avait pas planifié comment la communication, donc où je dirais la publicité, puisqu'il faut faire la publicité de toute idée, de tout projet, comme c'est un projet de grande envergure. C'est aussi peut-être ce qu'on appelle en communication la communication stratégique orientée vers un sujet ou un résultat bien identifié. Exactement. Dans la communication de Noël Tchani. Exactement, HK. Et quand tu regardes bien, j'ai l'habitude d'insister sur ça dans cette émission, quand tu regardes dans l'organigramme des entreprises, tu verras que le directeur de la communication est directement attaché au PDG de l'entreprise et attaché à chaque directeur de chaque direction en ce qui le concerne. Alors, avant de lancer des idées de grande envergure qui touchent aux enjeux nationaux comme celui-ci, puisqu'il propose le verrouillage de la fonction présidentielle et d'autres fonctions de souveraineté. La première chose qu'il fallait faire avant de lancer cette idée, c'était d'abord de mettre en place une cellule de communication stratégique pour étudier d'abord comment les différents groupes vont réagir. Et là, on met sur la table les différents groupes qui seront pour et les groupes qui seront contre. Quel message il faut apporter aux groupes qui sont censés être contre et quel message il faut apporter aux groupes qui sont censés être contre et de quelle manière on va aborder, quel médium, quel support on va utiliser. Et Moïse Katumbi, qui est entouré des spécialistes en communication comme Olivier Kamitatu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'idée de Noël Tchani dans une enveloppe, puisqu'il faut mettre le message dans une enveloppe pour l'apporter au dessinateur. Donc, ils ont mis le message de Noël Tchani dans une enveloppe qui s'appelle la Congolité. Oui, donc en tant que stratège en communication. Donc, la Congolité, c'est le fait de nier à d'autres Congolais la nationalité congolaise. Donc, ils ont enveloppé l'idée de Noël Tchani dans ces médiums-là, dans cette enveloppe. Ces messages ne pouvaient pas avoir comme contenu celui destiné ou préparé par Moïse Katumbi. Nous sommes sur puisque le mal de Noël Tchani, j'ai dit dans mon article intitulé Noël Tchani, un guerrier à l'agonie, point d'interrogation. Le mal de Noël Tchani. J'avais une question là-dessus. Voici l'article. J'avais une question là-dessus. Voici l'article est là. Oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, donc j'ai dit dans l'article quelque part que le mal de Noël Tchani n'est pas d'être anti-congolais de seconde zone, mais son mal, c'est d'avoir mis les doigts là où ça fait très mal. C'est-à-dire que l'idée de loi de Noël Tchani touche même aux intérêts stratégiques de beaucoup de groupes financiers et économiques, puisque ce n'est pas nécessairement un débat citoyen tel que certaines personnes sont en train de nous faire voir. Et tu vois qu'il y a eu un tollé, une levée des boucliers à travers la République et même dans les médias internationaux.
Mais pourquoi? Tout simplement parce que les stratèges de Moïse Katumbi ont mis les messages de Noël Tchani dans une enveloppe qui s'appelle Congolité et ils ont amené ça aux Congolais dans cette enveloppe-là. C'est ce qui fait que donc ils ont expliqué aux Congolais que on veut diviser les Congolais, on veut créer la guerre au Congo, etc. Et ils ont comparé, ils ont fait la même chose que ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Tu vois, la plupart des communicateurs de Moïse Katumbi, ils font référence à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, alors qu'ici, l'idée de Tiani n'a aucune référence avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, c'était la même chose, c'est-à-dire les détracteurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'article 37 de la Constitution ivoirienne de l'époque disait que pour être président, il faut être ivoirien de père ou de mère. Donc, ils ont enlevé la conjonction de coordination pour la remplacer par « et ». Donc, il faut être ivoirien de père et de mère. Et les gens ont dit l'ivoirité. Or, l'ivoirité n'était pas un concept divisionniste. Parce que l'ivoirité était parce que je vois beaucoup de Congolais. À l'époque, j'ai travaillé pour les médias étrangers en Côte d'Ivoire. J'aimerais informer les Congolais qui utilisent abusivement cet exemple-là, parce que beaucoup de Congolais sont en train de parler de l'ivoirité. L'ivoirité, c'était l'auteur du terme ivoirité, c'était l'ancien président sénégalais Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui était un poète, qui était un écrivain. Quand il était venu en Côte d'Ivoire, avant l'indépendance, il a trouvé, à l'époque de Fouet-Boigny, il a trouvé que la Côte d'Ivoire était un pays qui avait ouvert ses portes aux étrangers et à tout le monde, et les gens pouvaient venir en Côte d'Ivoire travailler, s'enrichir. C'est ce que lui, il avait appelé l'ivoirité, c'est-à-dire l'hospitalité ivoirienne. Alors, lorsque cette loi, la Constitution a été modifiée, les détracteurs ont appelé ça ivoirité. C'est ce que le Congolais essaye de faire, certains Congolais proches du camp de Moïse Katumbi essayent de faire en appelant ça congolité. Congolité veut dire qu'on est en train de nier la nationalité congolaise à certains Congolais. Or, l'idée de Noël Tchani n'a rien à voir avec la nationalité, mais l'idée de Noël Tchani, tout simplement, veut verrouiller. C'est tout à fait normal, puisque même en Côte d'Ivoire à l'époque, tu pouvais être congolais, malien, tu occupes n'importe quelle fonction, mais pas la présidence de la République. C'est la même chose que Noël Tchani est en train de dire, et ce n'est pas nouveau dans la constitution de la RDC. La constitution de la RDC prévoit déjà des mécanismes d'exclusion, puisqu'on ne peut pas accéder à la fonction président de la République comme on accède au management d'une boutique. Donc, moi, je pense que dans l'avenir, il faudrait que les leaders politiques congolais qui prennent des décisions, ou soit les acteurs majeurs qui prennent des décisions, puissent intégrer la dimension communication stratégique dans leur démarche et qu'ils puissent étudier comment ça s'est fait dans les pays qui se respectent. Par exemple, avant les élections, on étudie les différents groupes. On étudie dans les laboratoires les différents groupes pour voir comment ils vont réagir, quel message il faut leur apporter, sur quel support, etc. Mais quand le président de la République, j'aimerais mentionner ça, c'est très important, puisque je vois beaucoup de gens qui disent non, Noël Tchani, c'est terminé. Et c'était même ça le sens de notre article du Grand Journal, puisque le président de la République a dit en recevant les sénateurs que même les Congolais de père et de mère n'ont pas été un exemple, un bon exemple en matière de moralité. Il y a effectivement un bon nombre de Congolais qui ont récupéré seulement cette petite phrase de Félix Tshisekedi pour dire, même Félix Tshisekedi lui-même est contre votre fameuse proposition de loi, donc laissez tomber ça. Est-ce que cette phrase de Félix a été bien comprise par les Congolais? Bon, Félix Tshisekedi, comme je disais au départ, c'est un stratège, c'est un tacticien, c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est qu'il a une forte dose de machiavélisme dans lui, puisque en politique, la sincérité n'est pas une règle en politique. Là, il faut aussi que ceux qui nous suivent puissent le savoir.
la sincérité n'est pas une règle en politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a dit. Et Jean-Jacques Rousseau, c'est un des pères fondateurs de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, Félix Tshisekedi, dans le contexte actuel, le contexte dans lequel les sénateurs sont allés le voir, c'est quel contexte? C'est le contexte de l'état de siège à l'est de la RDC. C'est le contexte de la majorité nouvellement acquise au Parlement qui doit être consolidée. C'est le contexte de l'éruption Nyiragongo à l'est. Et dans ce contexte, Félix Tshisekedi a besoin de mobiliser autour de lui tous les Congolais pour mener à bien l'état de siège, organiser les urgences humanitaires à l'est et consolider la majorité au Parlement. C'est dans ce contexte-là qu'il prononce cette phrase. Et en plus de cela, Félix Tshisekedi, c'est un légaliste. Donc, c'est quelqu'un qui, quand vous regardez les différents dossiers qui se sont déroulés pendant que lui, il est président, c'est quelqu'un qui prend la distance par rapport au principe de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, l'idée de Noël Tchani, aujourd'hui, quand cette idée quitte Noël Tchani, ça ne va pas chez Félix Tshisekedi, ça va au Parlement. Et vous avez bien vu que Noël Tchani a déjà été reçu par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, qui l'ont déjà reçu. Ils ne l'ont pas reçu pour aller parler de cacahuètes. Ils ne l'ont pas reçu pour aller expliquer de la loi. Comment on coiffe les gens, ou bien il est allé enseigner l'économie ou la banque. Non, il est allé parler avec le président de l'Assemblée nationale et tu as vu même le professeur Mbata qui est le président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale, quand on lui pose la question, il prend la neutralité. Et puis un autre point, HK, très important qu'il faut prendre en compte, c'est l'attitude de l'UDPS. Quand vous regardez dans l'UDPS, il y a une attitude ambivalente qui est annonciatrice de beaucoup de choses. D'un côté, vous avez les parlementaires debout, donc l'ensemble des parlementaires debout qui soutiennent Noël Tchani, mais sans se faire taper sur les doigts par la direction du parti. Donc, on les laisse soutenir Noël Tchani. Et de l'autre côté, la direction du parti qui n'a fait aucun communiqué officiel pour dire qu'ils sont contre la loi. Et ni pour, ni contre. Donc, ils gardent le mythisme. Et puisque le parti est dirigé par Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound, ce sont eux qui dirigent le parti. Et il n'y a pas eu... Donc, en bref, puisque vous parlez des cadres, il y a maître, comment il s'appelle? Peter Kazadi. Peter Kazadi qui est sorti, qui est aussi proche de Félix Tshisekedi, qui a tweeté en disant qu'il ne trouve pas l'importance de ces débats pour l'instant. C'est un débat qui n'a aucun sens, puisque en 2023, Peter Kazadi rassure les Congolais qu'ils vont gagner les élections, donc ce débat-là n'a pas son sens. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Peter Kazadi, puisque c'est un cadre du parti. Bien qu'il ne soit pas dans la direction du parti, mais en tant que cadre du parti, il a pris une posture tactique. C'est-à-dire, il a pris une posture qui a mis en difficulté les journalistes même qui étaient en face de lui, qui est connu pour son zèle lorsqu'on aborde ce genre de questions. C'est-à-dire, Peter Kazadi s'est inscrit dans la même logique que le chef de l'État, qui consiste à prendre la distance. Puisque de toutes les façons, ce n'est ni l'UDPS, ni le chef de l'État au stade actuel qui va diriger. Mais pour conclure ces chapitres, moi je dirais tout simplement que ceux qui sablent les champagnes à cause de la déclaration du président de la République commettent une grosse erreur, puisque je les renvoie à la déclaration du président de la République à Brazza concernant les divorces entre les FCC Cash. Il avait dit que le FCC Cash ne disparaîtra jamais, puisque nous allons aller jusqu'à la fin de... Et il a dit même, nous sommes appelés à vivre ensemble, donc il n'y a pas une autre... Moi, je pense, merci pour conclure sur ce chapitre... Merci beaucoup, Eric, merci. Tôt ou tard, donc il y a deux possibilités. Soit, tôt ou tard, l'idée de Noël Tchani sera transformée en loi, ou soit on ne va pas transformer cette idée en loi, mais on va la constitution actuelle
sera dissoute puisqu'il y a déjà le débat sur la 4e République, puisqu'il faut considérer que la 3e République a échoué. Moi, je fais partie de ceux qui soutiennent la 4e République avec la dissolution de cette constitution qui a été, puisque si vous prenez les discours de Olivier Kamitatou, il dit « Nous avons négocié la constitution ». Chacun cherchait comment prendre un petit morceau à la hauteur de ses forces, à la hauteur de tout ce qu'il avait derrière lui comme armement, comme puissance. Et c'est comme ça que la constitution a été conçue. Donc cette constitution, à mon avis, je suis un peu... Alors, non, en fait, puisqu'on ne peut pas... on est arrivé à la fin. Oui, puisqu'on ne peut pas passer comme par une baguette magique d'un régime... on était dans un régime policier qui est issu des rébellions. Rappelez-vous des conditions dans lesquelles Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Il n'était ni Premier ministre, ni président de l'Assemblée nationale, ni chef d'état-major général. Il est venu de nulle part, un soldat projeté à la tête du pays. Donc, on ne peut pas, lui-même qui vient de groupes armés, donc on ne peut pas passer de ces régimes-là, les régimes policiers, les régimes de rébellion, on ne peut pas passer de ces régimes à un régime, démocratique. Donc, nous sommes... Félix Tshisekedi est en train d'assurer la transition qui va nous conduire à la 4e République et je pense que ce débat n'aura pas sa raison d'être. Mais aussi, soit on peut passer après les élections, la loi de Noël Tchani va toujours passer, ou soit on va passer à la 4e République. De toutes les façons, la RDC est dans sa transition vers un nouveau régime politique et une nouvelle république. Merci beaucoup Eric Mwamba pour toutes ces analyses importantes avec beaucoup d'éclaircissements. Peut-être un petit mot, si vous en avez, juste un petit mot puisqu'on a même dépassé notre temps. Bon, un petit mot, c'est concernant l'état de siège. Je vois, il y a beaucoup de gens qui disent non, l'état de siège, c'est un échec, etc. Non, écoutez, les FARDC ne sont pas allés en promenade de santé à l'Est. Les FARDC sont allés au front. Et vous regardez la plupart, les différentes guerres qui se sont déroulées à travers le monde, les grandes guerres, par exemple, l'armée américaine au Vietnam, par exemple. Oui. L'armée américaine a été défaite au Vietnam. Mais après, les Américains ont créé l'industrie du cinéma pour nous montrer Chuck Norris, nous montrer les différents héros de la guerre du Vietnam, nous montrer que l'Amérique est une puissance. L'armée des États-Unis est la première armée la plus sophistiquée du monde. Je pense qu'on ne peut pas être un Congolais et puis combattre sa propre armée. On ne peut pas être un Congolais, combattre son propre pays au motif qu'on est des géostratèges. On est spécialiste de la région de Grand Lac, là où on n'a jamais été même dans la région de Grand Lac. La plupart des gens qui parlent, HK, toi tu connais bien cette région, tu as été plusieurs fois dans cette région de l'Est de la RDC. Les FARDC sont allés au front, ils sont allés en guerre. Et en guerre, vous gagnez des batailles, vous perdez des batailles. Et le président de la République, d'ailleurs, lui-même l'a dit, les FARDC, depuis qu'ils sont là, ils n'ont perdu aucune bataille. Sauf que les groupes armés, les terroristes, puisqu'il faut les appeler ainsi, le président les a qualifiés les barbares. Et dans leur désespoir, dans leur de route, sur leur passage, ils commettent des actes de désespoir et qui sont des actes isolés, ils perpètrent la mort. Et c'est malheureux que certains de nos compatriotes puissent travailler contre notre armée et contre notre République. Ça ne s'explique même pas. Vous savez, moi, je peux également donner l'exemple des États-Unis qu'on a évoqué tout à l'heure. Tous les 8 ans d'Obama, c'était sous l'état de guerre. Donc, il n'y a aucun président des États-Unis qui est resté pendant 8 ans dans un état de guerre. Obama avait prévu terminer la guerre au Moyen-Orient. Il est parti, il a laissé la guerre au Moyen-Orient. La fermeture de Guantanamo. Au Moyen-Orient, alors que c'était une promesse de campagne. La fermeture de Guantanamo. Il va retirer tous les militaires au Moyen-Orient pour les retourner aux États-Unis, mais il n'a pas pu. Mais on n'a pas vu un journaliste américain passer à la télévision, critiquer Obama, insulter Obama et induire les autres Américains en erreur. Mais il y a des militaires américains qui rentrent ici dans des cercueils à tout moment.
Donc, les Congolais, bon, moi, je pense que certains Congolais doivent prendre conscience que ce que la RDC fait dans l'Est du pays, la RDC n'est pas la première à faire ça. Alors, merci beaucoup, cher Eric. Je pense aussi, HK, que par rapport à ça, c'est comme nous avons parlé dans le cas de l'idée de Noël Tchani, il faut aussi que l'État congolais puisse intégrer la communication, puisse intégrer les médias indépendants dans sa démarche, puisque je l'avais dit à l'époque, moi j'avais écrit même ici, mais on ne peut pas décréter l'état de siège sans intégrer la dimension communicationnelle dans la démarche, puisque on ne peut pas faire l'apologie des groupes armés. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que l'État congolais et les médias et les journalistes aguerris puissent travailler ensemble pour communiquer autour de l'état de siège afin de mettre en minorité les moutons noirs, hein, puisque appelons-les comme ça, les moutons noirs qui ne connaissent pas qu'il y a une façon de couvrir. Il y a une façon de couvrir les questions sécuritaires qui est différente de couvrir les Jeux olympiques. Donc, je pense que ce sont des journalistes habitués à couvrir la musique, les jeux, etc., les théâtres, etc. Merci Eric Mwamba. Je pense qu'avec toi, je ne saurais pas te retirer la parole puisque tu es toute une bibliothèque vivante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Australie et on te retrouve très prochainement pour la suite de nos analyses, hein, toujours ensemble. Merci beaucoup et toutes mes salutations à toute la rédaction Grand Journal depuis l'Australie. Alors, chers amis, nous allons terminer cette émission en disant ceci. Vous avez suivi M. Eric Mwamba qui a évoqué un certain nombre de choses. Notamment, il a évoqué la loi Noël Tchani. Nous nous sommes engagés, tous les Congolais, nous nous sommes engagés à accompagner cette loi. Même s'il y aura de modifications, même si certains vont se fatiguer en cours de route, notamment Noël Tchani qui en est l'initiateur, nous avons la pétition ici. Ça, c'est la pétition. Écrivez tel que vous voyez là. http://, non, 2 points, /CHNG, non, point, IT, W Yamunene, V Yamuke, X Yamunene, 5MDYKKP. Vous allez tomber sur notre pétition. La pétition, il y a une seule pétition. Et ça, Oyo, Congolais tout bandimi, que tout ça est là. Il y a une seule pétition. Nous avons besoin de 100 000 signatures. Tomé Mayango, Toye Sabatouana, que nous avons besoin de voir la souveraineté du pays protégée, sécurisée, gérée par certains postes gérés par les Congolais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voudrais ici faire ce petit communiqué en vous disant que vous connaissez, vous tous, hein, Bissonyon Sotoebi Mars Kadiombo, qui est un communicateur de Yatongo Makasi, beaucoup Bolingiye, beaucoup Bomesana Kolandaye. Mars Kadiombo a eu un problème. Depuis qu'il a commencé à nous analyser les choses sur la situation Noël Tchani, Moïse Katumbi et les autres, Kadiombo ne dort pas tranquillement chez lui. Et finalement, la semaine dernière, il a été visité par des personnes non identifiées jusque-là et ils ont tout emporté. Et heureusement que ils ont tout emporté. Kadiombo ne sera plus en mesure de vous faire des émissions, des vidéos telles que vous me voyez là. Alors, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin à ce que qu'on arrive na assistance na Kadiombo. Tozongi c'est la Kadiombo studio, toi na bayoka soni ba mona Kadiombo réapparaître. Est-ce que je peux vous faire confiance? Alors, je vais vous donner un lien ou les numéros de Kadiombo lui-même. Je ne souhaite pas que ça passe par chez moi. Boyebisi que to yoki mbela ya honoré, yango to yé en aide. Même si vous avez $1, ça aide, chers amis. Aide dont je parle, je n'ai pas besoin de millions et de milliards. J'ai besoin d'une petite contribution à la hauteur de vos moyens, à la hauteur de vos possibilités. Donc, même si vous avez une caméra, ça va aider Kadiombo Mars. Vous avez un ordinateur, ça va aider.
Parce que si vous entrez dans ces studios, il y a tout. Vous avez un appareil photo, ça va aider Kadiombo. Vous avez un micro, ça va aider. Donc, montrons vraiment que le travail que faisaient ces messieurs-là, ce n'était pas pour ses enfants, ni pour sa famille, c'était pour la République. Et nous, qui sommes des républicains, qui sommes des démocrates, qui aimons ce que ces messieurs-là nous disaient, Tolingate Kadiombo, ça une semaine sans matériel, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez le numéro de Kadiombo, vous l'appelez en lui disant que sur appel de Honoré, que nous avons eu, nous avons pensé vous apporter ces soutiens. Il va vous expliquer, je ne sais pas exactement comment recevoir de l'argent à partir de Kinshasa. Est-ce que, puisque Bango Bassa la Mani, comment on appelle, M-Pesa, Airtel Money, à partir de l'Europe, je ne sais pas comment ça va. Mais vous pouvez lui faire un transfert sur Western Union et puis au Pesa copie, au Tindi, au PC copie et chaque jour, il faut qu'on ça. On appelle son merci pour cette assistance. S'il vous plaît, et donc Kadiombo Mars, puisque j'ai vu, je l'ai appelé en vidéo. Il m'a montré qu'il n'y a rien qui est resté en studio. Alors là, ils apprennent à Kangisaye Monoko. Et puis, il ne dort plus à la maison. Beaucoup de choses là, beaucoup de choses, je ne souhaite pas entrer dans les détails. Mais Kadiombo est prêt à répandre son travail, mais avec notre soutien, il va le faire. Donc, ceux qui n'ont pas le numéro de Mars Kadiombo, peut-être il reçoit beaucoup, c'est pourquoi je voulais encore préciser ici, qu'il reçoit beaucoup d'appels, il reçoit aussi, un moment, il reçoit beaucoup de messages, parce qu'il y a non, moi j'ai envoyé, je lui ai écrit, il ne veut pas me répondre, alors pourquoi je peux continuer? Chers amis, s'il vous plaît, vous savez, quand je parle comme ça, dès que je termine l'émission, les appels commencent même pendant 3 heures. Chaque personne me pose la question, chaque personne me dit quelque chose qu'il pense. Je ne suis pas aussi, si vous voyez que quelqu'un n'a pas reçu votre appel, Kotombo qu'il a été. Il y a des appels à répondre, il y a des messages à répondre. Ce que Monique et Ozan ma réponse, au répondre. C'est une famille, on n'est pas là comme si on était dans un camp militaire. Voici, je me permets de vous donner le numéro de Kadiombo. S'il ne décroche pas, laissez-lui un message, dites-lui que je veux t'assister, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Ou soit j'ai quelque chose comme ça, j'ai une caméra, j'ai un ordinateur, ça peut aller. Voici le numéro de Mars Kadiombo. Je me permets de vous donner ce numéro puisque nous devons l'assister. Plus 243 828 708 700. Je réponds, plus 243 828 708 700. Pour peut-être ceux qui ont monité, Nalina à la témoin, au Tindi, au Ebisingaï, moi-même je vais rappeler, je vais aussi, bon, je sais que Batuming Balingate Batang va comme on a bango, mais d'une manière ou d'une autre, moi aussi je dois vous remercier pour cet appui. Je vous aime bien et je m'arrête par là pour aujourd'hui. Avant de quitter, abonnez-vous s'il vous plaît, puisque tout comme belé, tout augmenté, je vois il y a beaucoup de questions. Prenons Bilonda, nom et poste nom, Kadiombo, Yamba. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que vous lui avez déjà envoyé quelque chose? Donc, prénom, Bilonda, nom, poste nom, Kadiombo, Yamba. Alors, je vais vous donner des précisions, mais ça, c'est notre frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui lui a déjà fait quelque chose. Bon, je reviendrai pour uniquement remercier les gens dans ce sens-là. Tozo Songana, ce qui est Kadiombo, les lots, peut-être lobby et Zangaï, on ne sait jamais, mais je compte toujours sur vous. Est-ce que vous vous êtes déjà abonné si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois? Merci beaucoup. I love you so much. Thank you for watching. Merci. Bon début de week-end. Prenez bien soin de vous, comme je l'ai toujours dit. Likez aussi cette vidéo. Likez beaucoup. Likez beaucoup. Non, vous n'avez pas encore liké. Likez d'abord avant que je ne vous quitte. Merci. Alors, merci pour votre gentillesse. Vous êtes gentil. Et puis, je vous adore puisque c'est vous qui... Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro.
Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.